Que se passe-t-il en ce moment entre l'Iran et les États-Unis? La guerre dont nous parlions auparavant, tout est en train de se dérouler maintenant. Nous avons vu ce qui s'est passé jusqu'à présent et ce qui se passe à l'instant même. Comment voyez-vous la situation? Les États-Unis, avec Israël, ont lancé ce qu'ils appellent une opération de décapitation, l'assassinat du guide suprême iranien, ce qui revêt une importance particulière pour l'Iran et pour toute la région, ainsi que de certains commandants iraniens. Comment percevez-vous la stratégie des États-Unis et la manière dont la guerre évolue actuellement? Eh bien, laissez-moi le formuler ainsi. Les États-Unis ont fourni à Israël des renseignements sur l'emplacement d'Ali Khamenei et d'autres hauts responsables iraniens. Les 6 premiers missiles tirés par Israël ont frappé la résidence de Khamenei, le tuant ainsi que, selon certains récits, jusqu'à 40 autres Iraniens, dont beaucoup faisaient partie de la haute direction. L'objectif de cette campagne est un changement de régime, comme nous en avons discuté. Et je crois avoir déjà dit cela publiquement avec vous. La première chose à faire serait une frappe de décapitation et la cible numéro 1 serait Ali Khamenei. J'ai dit, je pense qu'ils vont le tuer. Et nous l'avons fait. Maintenant, est-ce que cela signifie que nous avons gagné la guerre? Non, cela signifie exactement le contraire. Les 6 premiers missiles tirés, qui ont réussi à mener une frappe de décapitation, ont garanti que les États-Unis et Israël perdront cette guerre. Ils n'ont pas traqué Ali Khamenei alors qu'il tentait de se cacher des missiles américains. On ne peut pas prétendre qu'il s'agissait d'un lâche en fuite, essayant d'échapper à un destin réservé au peuple iranien. Il n'est pas nécessaire d'être le plus grand analyste du renseignement au monde pour trouver Ali Khamenei chez lui. Des informations publiques le montrant rencontrant ouvertement d'autres personnes. Nous avons fait de cet homme un martyr. Et quand je dis cet homme, comprenez qu'il est la deuxième figure la plus vénérée de l'islam chiite dans l'idéologie duodécimaine. La seule personne ayant un statut plus élevé, du moins aux yeux de certains, serait Sistani, le grand ayatollah de Najaf, en Irak. Mais Ali Khamenei, vous savez, encore une fois, beaucoup de gens ne comprennent pas quand on parle de Velayat et Faqih. Je le prononce peut-être mal, j'espère l'avoir bien dit. Je m'y suis exercé. Cela signifie la tutelle de l'autorité suprême. C'est une approche religieuse largement adoptée par l'ayatollah Khomeini lorsqu'il a fondé la République islamique. Mais l'idée selon laquelle, oui, l'Iran est une république constitutionnelle, et nous en parlerons dans un instant, mais c'est aussi une république islamique. Et donc, selon la foi duodécimaine, et je ne veux pas trop entrer dans la théologie parce que, premièrement, je pourrais me tromper puisque je ne suis pas théologien, et deuxièmement, nous nous engagerions sur une mauvaise voie. Mais vous savez, la foi chiite repose sur l'idée que lorsque Hussein est mort à la bataille de Karbala, il était le dernier imam légitime. Et maintenant, ils attendent le retour du Mahdi, une figure semblable à Jésus, l'imam caché qui reviendra, et tout cela. C'est leur foi, et il faut la respecter. Mais le point est que Tu sais, on dit qu'il va venir avec Jésus et qu'ils viendront ensemble. Je ne me moque de rien. Quand je ris, je ne ris pas de la religion. Je ris de ma propre ignorance fondamentale. J'ai étudié tout cela. Vraiment, j'ai lu tout ce que je pouvais lire, mais je suis tellement fatigué en ce moment que tu sais rien de tu sais. Quand on traite de la réalité, surtout de la réalité historique, il y a des nuances. J'ai appris il y a longtemps, même en parlant de la foi chiite, que l'interprétation de ce qu'a fait Hussein à la bataille de Karbala, était-ce un acte de martyr? Était-ce un acte d'égoïsme? Tu sais, cela a été interprété au fil des années par différentes personnes.
Et vous savez, ce qu'il faut faire, c'est creuser encore plus profondément pour découvrir quelle interprétation se rapproche le plus de la réalité, plutôt que de se fier à des gens qui essayent de manipuler les données. Il faut donc aller encore plus loin que cela. J'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de résoudre ces problèmes, ceux-là et d'autres similaires. Et quand je ris, c'est simplement le reflet du fait que je suis épuisé et que j'essaie de puiser dans un cerveau déjà embrouillé pour en extraire quelque chose. Et mon cerveau est là, à me dire « bof, 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 tu n'y accéderas pas ». Alors je ris de frustration envers moi-même, parce que, comme je l'ai dit, je ne voulais pas entrer dans ce dialogue puisque je n'y étais pas préparé. Je n'étais pas prêt à aller aussi loin. Normalement, j'aurais fait mes recherches avec des neurones bien réveillés. Mais le fait est qu'en Iran, quand on parle du vilayat-e-faqih, les chiites d'Iran ont créé une fonction appelée la tutelle du jurisconsulte suprême, la jurisprudence islamique. Et cet homme est considéré comme l'expression ultime de la foi chiite jusqu'au retour du Mahdi. C'est ce qu'il croit, en tout cas. On peut s'en moquer, faire ce qu'on veut. Moi, je ne m'en moquerai jamais. Je dis simplement que c'est leur croyance, et il faut le comprendre. Et beaucoup de gens y croient, les duodécimains, les adeptes de la faction duodécimaine, ou peu importe comment on l'appelle. Encore une fois, j'emploie les mauvais mots ici. Non pas parce que j'essaye de dénigrer, mais parce qu'il y a l'ismaélisme, il y a les Niners, il y a différentes façons d'embrasser la foi chiite. Et le duodécimanisme est le plus répandu. Il est dominant en Irak, il est dominant en Azerbaïdjan. Je pense qu'il représente environ 50% d'adhésion à Bahreïn et ailleurs dans la région. Ainsi, lorsque nous parlons d'Ali Khamenei comme du jurisconsulte suprême, nous parlons d'un homme qui est vénéré comme le pape l'est parmi les catholiques. Ce n'est pas simplement un être humain, c'est un symbole de Dieu. Cela fait partie de leur foi. Et nous l'avons assassiné, nous l'avons tué. Maintenant, si je devais enfiler ma casquette de conseiller de la CIA, je ne travaillerais pas pour eux, mais j'ai déjà collaboré avec eux par le passé. Je sais comment ils pensent. Je comprends comment ils abordent les problèmes. Et si l'on m'avait demandé de les conseiller et que j'avais cru en ce qu'ils essayaient de faire, j'aurais dit que la meilleure façon de faire s'effondrer le régime iranien serait de garder Ali Khamenei en vie, caché dans un bunker à cause de vous. Ensuite, vous attaquez son courage. Vous attaquez son statut d'homme. Vous dites, quel genre d'homme se cache pendant que le peuple iranien paye le prix de ses péchés? Et vous commencez à le dénigrer, à l'attaquer, à diffuser des images générées par l'IA, le montrant en train de faire des choses ignobles de manière ignoble. L'objectif ici est de faire s'effondrer la confiance en Iran, en cet homme, et donc en la vilayat-e-faqih, en la République islamique. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est prendre un homme qui a déclaré ouvertement « Je suis faible, mon corps me lâche, et ma plus grande aspiration est de mourir en martyr », et lui offrir le martyr qu'il recherche. Ali Khamenei savait qu'il allait mourir lorsqu'il a tenu cette réunion. Que ce soit ce jour-là ou le suivant, il savait qu'il allait mourir. Il s'est sacrifié volontairement parce qu'il connaissait l'issue. Il savait qu'en laissant Israël et les États-Unis le tuer, le peuple iranien se rassemblerait autour de sa foi comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Donald Trump, en annonçant cette opération, a expliqué que les États-Unis allaient créer les conditions pour que le peuple iranien se soulève et prenne les choses en main, mais que cela dépendrait du peuple iranien. Et donc, pour y parvenir, il faut faire s'effondrer la confiance dans le gouvernement et amener le peuple à dire « Nous sommes prêts à remplacer ce gouvernement ». Aujourd'hui, dans les villes d'Iran, des foules de gens remplissent les places publiques et crient le nom de Khamenei. Mais ils ne disent pas « mort à Khamenei ». Ils ne disent pas « Abba Khamenei ». Ils disent «
Vive le martyr Khamenei, que Dieu loue Khamenei. Il est désormais un martyr, élevé au rang de quasi-saint, et le peuple iranien se rallie autour de lui et de la cause de la République islamique. Nous avons perdu la guerre au moment même où nous avons largué ces bombes ou ces missiles sur la maison d'Ali Khamenei. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Tout le reste n'est que du bruit, car il s'agit d'une opération de changement de régime. Elle reposait sur l'idée que nous décapiterions physiquement le régime. Mais nous ne comprenons pas la véritable nature de ce régime. C'est une république islamique. Sur le plan constitutionnel, la république islamique, cette république constitutionnelle, est le produit de l'une des expressions démocratiques les plus significatives du Moyen-Orient. L'Iran est la démocratie la plus légitime du Moyen-Orient. La démocratie la plus légitime du Moyen-Orient. Et ils ont un gouvernement qui respecte la Constitution. Ali Khamenei est mort. Constitutionnellement, le président, le chef du pouvoir judiciaire et un juriste islamique, choisi par l'Assemblée des experts, forment un conseil d'urgence. Et ce conseil a été créé et gouverne aujourd'hui. Nous n'avons rien décapité. On ne peut pas décapiter un système qui croit en lui-même. Si tout cela concernait vraiment un seul homme, Ali Khamenei, ce serait fini. Mais il s'agit d'une république islamique fondée sur la foi et sur une constitution. Et la constitution fonctionne, et ils ont un remplaçant pour occuper le poste de jurisprudence suprême jusqu'à ce que l'Assemblée des experts choisisse un autre homme. C'est ainsi que le système fonctionne. Le système iranien fonctionne. Nous n'avons donc rien accompli. Nous n'avons rien décapité. Nous nous concentrons sur des personnalités, tout en manquant de respect à la réalité selon laquelle la République islamique est un système de foi, un système de lois, des lois fondées sur la Constitution. Peut-être que nous, le peuple américain, vivant dans ce qui est censé être une république constitutionnelle, avons perdu foi en notre Constitution. Nous ne fonctionnons plus comme une république. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de reconnaître quand un peuple qui n'a pas perdu foi en ce qu'il est et en qui il est, reste fidèle à ses normes, valeurs et principes constitutionnels. Et c'est ce que fait le peuple iranien aujourd'hui. Les rues ne sont pas remplies de gens cherchant à être galvanisés par la vile perfidie des États-Unis et d'Israël. Elles sont remplies de gens se rassemblant autour de la cause de l'Iran, autour de la cause de la République islamique, autour de leur foi. Et ils ne seront jamais vaincus. Scott, la guerre est en cours. La riposte iranienne a commencé avec les États arabes, d'abord dans le Golfe Persique, puis s'est étendue à Israël également. Il semble que les attaques s'intensifient contre Israël au fil du temps. L'idée principale était qu'ils voulaient d'une certaine manière neutraliser d'abord les États arabes, puis s'en prendre à Israël. Ils ont commencé par cela. Et voici ce que le général Petraeus a déclaré sur CNN. C'est son évaluation de la situation. C'était pas sur ma carte de bingo quand tout a commencé. Je pense que le Golfe voulait rester en dehors de tout ça, mais il est entraîné dedans. C'est donc quelque chose à surveiller dans les prochains jours. Je pense que c'est une grosse erreur en réalité, Dana, parce que les États du Golfe, c'est là l'erreur, ont été attaqués. Les États du Golfe voulaient rester en dehors du conflit, comme Brett l'a dit. Ils ne nous ont même pas permis d'utiliser leurs bases dans plusieurs cas. Maintenant, ils sont impliqués. Ils ont été attaqués non seulement sur nos bases, mais aussi dans des zones civiles. Ils vont donc avancer avec des mesures défensives. Comme Brett l'a mentionné, nous avons des avions dans le ciel en ce moment et je suis sûr qu'ils sont intégrés par le Centre combiné des opérations aériennes. Si ça continue, ils prendront probablement d'autres mesures. Qu'est-ce que les États arabes du Golfe Persique ont à opposer à l'Iran?
Ils suppliaient pratiquement les responsables iraniens. Laissez-nous frapper quelques sites dans le désert. Il faut que nous montrions quelque chose. Et l'Iran a répondu, non, si vous faites cela, vous serez détruits. Voilà la nature de la communication entre les États arabes et l'Iran. Quelle est votre compréhension de cette situation? Eh bien, tout d'abord, David Petraeus est l'un des hommes les plus stupides à avoir jamais foulé la surface de la Terre. Il n'aurait jamais dû obtenir 4 étoiles, encore moins devenir directeur de la CIA. C'est une honte et il ne fait que démontrer son ignorance des choses. Les États arabes du Golfe ont été frappés non pas parce qu'ils sont innocents, mais parce qu'ils sont coupables. Ils ont fourni des bases aux États-Unis d'Amérique, ce qui a contribué à déclencher ce conflit. Et même si les États-Unis ont peut-être temporairement retiré leurs troupes, il reste une infrastructure en place, intégrée à un système global. Par exemple, nous n'avons peut-être pas d'avion sur la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, mais nous disposons, ou plutôt nous disposions, d'un système radar avancé de 1,1 milliard de dollars. Conçu pour détecter les missiles iraniens dès leur lancement et transmettre ces données de détection au système de défense antimissiles balistique protégeant Israël et d'autres bases aériennes. C'est donc une partie prenante du conflit, et le gouvernement qatari n'a pas insisté pour qu'elle soit fermée, démantelée ou retirée. Elle a continué à fonctionner. Il en va de même pour le Koweït, pour Bahreïn et pour les Émirats arabes unis. Tous ces endroits qui ont été attaqués abritent des installations militaires américaines qui jouent encore un rôle continu. Ce n'est pas un rôle actif, mais elles sont là. Et il y a d'autres éléments aussi. Selon certains rapports, une base d'opération de la CIA à Dubaï a été frappée, car la CIA est activement, encore une fois, ceux qui connaissent la région le savent, Dubaï est un centre de contrebande vers et depuis l'Iran. Et la CIA est très active dans l'utilisation de ces routes de contrebande pour faire passer des ressources à destination et en provenance de l'Iran. Nous avons donc une base majeure là-bas qui, vous savez, communique avec ses opérateurs de DAO et coordonne avec le gouvernement des Émirats arabes unis des opérations anti-iraniennes. L'autre chose, c'est que les Iraniens savent parfaitement que pendant que ces nations disaient « Vous ne pouvez pas utiliser notre espace aérien, vous ne pouvez pas utiliser ceci », dans leur dos, elles disaient aux États-Unis « Si vous allez attaquer l'Iran, détruire l'Iran, en finir avec l'Iran, éliminer le régime iranien. » Et donc, ils ont été punis. Ils ont été punis d'emblée, et c'est un signal indiquant que nous pouvons vous punir. Maintenant, le plus ironique, encore une fois, Petraeus montre son ignorance absolue, c'est qu'ils ont des avions en vol et qu'ils vont s'intégrer au centre d'opération conjointe et être pleinement opérationnels. David, penses-tu que l'armée de l'air saoudienne soit capable de lancer une mission de pénétration en Iran et de frapper efficacement des cibles? Quelle cible lui confierais-tu? Parce que je peux te garantir une chose, ces cibles ne seront pas touchées, elles ne seront pas détruites. L'armée de l'air saoudienne n'en est pas capable. Il suffit de demander aux Houthis, de demander aux Yéménites. L'Arabie saoudite les bombarde sans relâche depuis 2014 et n'a rien accompli parce qu'ils ne sont pas très compétents. Nous leur avons fourni des avions de combat avancés. Ils ne sont pas très compétents. Et maintenant, nous allons permettre à ces Saoudiens d'interférer avec notre campagne aérienne, de la perturber. Certainement pas. Tu sais, nous avons déjà emprunté cette voie. Je veux simplement rappeler à ton public. J'y étais. Je sais de quoi je parle. Et j'ai le T-shirt. C'est-à-dire que pendant la guerre du Golfe, lorsque les missiles irakiens ont commencé à frapper les États arabes du Golfe, ces derniers tenaient absolument à participer aux attaques punitives contre l'Irak, par fierté nationale. Et quand nous les avons laissés faire, ils ont tout gâché. Je veux dire, on parle de se faire abattre parce qu'ils ne sont pas très compétents.
Fuir de peur, ça c'est une autre histoire. Ils s'approchaient, voyaient les défenses aériennes, faisaient demi-tour et abandonnaient la mission, larguaient leurs munitions, rentraient à la base et disaient « Ah, on n'a pas pu y arriver. L'avion avait des ratés. Il faut atterrir et le faire vérifier. » Et c'était très perturbateur, car des cibles qui auraient dû être frappées à temps dans le cadre de la progression de la campagne ne l'étaient pas. Nous avons donc dû ramener des moyens et refrapper ces cibles, et ainsi de suite. Nous n'allons rien donner à ces Arabes à attaquer parce qu'ils ne sont pas compétents. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils n'en sont pas capables et ils ne feraient que tout gâcher. Donc vous savez, si l'Iran disait « Oui, vous pouvez bombarder l'île Fish ici. On vous donne cette cible, vous larguez 3 bombes dans l'eau, vous prenez des photos des éclaboussures et vous prétendez que tout va bien. Ce serait un mécanisme pour sauver la face. Cela ne nous importerait pas, car c'est sans importance. Mais nous n'allons pas intégrer ces gens de manière significative dans une campagne aussi complexe que celle-ci. Tout d'abord, pour le faire, il faudrait révéler des secrets extrêmement sensibles. Il se passe beaucoup de choses que les gens ignorent. Ils devraient être exposés aux capacités de guerre électronique des États-Unis, qui ont été préparées à l'avance sur la base de renseignements recueillis par divers moyens. Des informations souvent classifiées au niveau des mots de code. Et tu penses qu'on va donner aux Saoudiens l'accès à des informations classifiées de ce niveau? Tu rêves complètement. Nous n'allons donner cet accès à personne. Et donc non, ces gens ne seront pas intégrés à cette campagne. Ils resteront là, vous savez, à tourner en rond dans le ciel au-dessus de leur capitale, craignant la prochaine étape. L'Iran a marqué une pause. Mais l'Iran a marqué une pause en disant « Cessez de soutenir les attaques américaines. Arrêtez. Chassez les Américains de votre pays. » Je crois que c'est la demande iranienne. Chassez les Américains de votre pays. Si vous ne le faites pas, alors vous faites partie du problème, pas de la solution, et nous continuerons à vous attaquer. Et donc, je pense que ce que vous allez voir, c'est la prochaine phase. Pendant qu'ils marquent cette pause du côté des Arabes, et laissez-moi dire encore une chose à propos des Arabes, c'est drôle. Les Arabes sont très en colère. Non, les Arabes ont très peur. Ils ont très peur en ce moment parce qu'ils voient des vulnérabilités. Ils voient ces despotes méprisables qui gouvernent les États arabes du Golfe être exposés pour ce qu'ils sont vraiment. Ces princes riches et parfumés qui ne font que courir partout, voler de l'argent et mener la grande vie pendant que le reste de leur peuple vit dans la misère. Ils s'envolent pour Londres pour se prostituer, prendre de la drogue, boire de l'alcool, puis reviennent en prétendant être des musulmans pieux. Ils sont démasqués pour ce qu'ils sont, des rats humains. Et le meurtre d'Ali Khamenei, le martyre d'Ali Khamenei, a donné aux chiites de ces cheikhs du Golfe un pouvoir qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. C'est un combat existentiel. Et ce dont ils ont peur, je vais vous dire ce dont les califats de Bahreïn ont peur, c'est que la majorité chiite du pays marche sur le palais royal et les tue tous, ce qui pourrait bien être leur destin. Ils pourraient finir par fuir en Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite doit s'inquiéter, car il y a beaucoup de chiites dans les provinces orientales qui pourraient se soulever et prendre le contrôle des champs pétrolifères, là où se trouve la majeure partie du pétrole. Le Koweït doit s'inquiéter. Les Émirats arabes unis doivent s'inquiéter. C'est ce qui se passe ici. Ces gens sont terrifiés parce que l'Iran a déclenché quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Vous voyez, ils aiment les accords d'Abraham parce que ces accords créent la fiction, vous savez, des États arabes du Golfe. Vous voyez. Ce que cela signifie, c'est qu'ils se sont littéralement agenouillés devant Israël, ont baisé l'anneau d'Israël et ont accepté l'idée du grand Israël. Ils vont soudoyer leur peuple
à travers la perception d'une prospérité économique. Mais ce que l'Iran a fait maintenant, c'est exposer les incohérences, les mensonges et l'hypocrisie de ces tyrans. Et cela pourrait en fait signifier la fin de l'un, voire de plusieurs, peut-être de tous, de ces tyrans. C'est, vous savez, ces despotes pédophiles. Et c'est ce qu'ils sont. Je veux dire, ce ne sont pas de bonnes personnes. Ce ne sont pas des gens moraux. Ce sont des individus qui mènent le mode de vie le plus méprisable imaginable. Un mode de vie alimenté par la cupidité, la luxure, l'avidité et l'argent du pétrole. Ces types nagent littéralement dans l'argent du pétrole. À l'époque, nous avions quelque chose qu'on appelait l'opération Tin Cup quand nous faisions des inspections d'armes. Et tout le monde voulait participer à l'opération Tin Cup. Richard Butler. Allez, Richard, poursuis-moi. J'adorerais la phase de divulgation. Richard Butler, en tant que président exécutif, adorait l'opération Tin Cup parce qu'une partie consistait à faire le tour du Golfe pour demander des dons. La commission spéciale des Nations Unies n'était pas financée par le budget direct de l'ONU, mais par des contributions volontaires d'États membres qui disaient « Nous finançons spécifiquement les opérations des inspecteurs d'armes ». Et un endroit où ils allaient toujours, c'était le Koweït. Et c'était très difficile. Je pensais vouloir y aller, mais j'ai changé d'avis parce que ce n'était pas mon domaine. Je veux dire, je suis un inspecteur des armements, pas un diplomate qui court partout pour mendier de l'argent. Je ne vais pas citer de nom, mais ils savent très bien qui ils sont. Et ils se bousculaient tous pour accompagner Richard Butler lors de l'opération Tin Cup. On montait sur le yacht de l'émir, et tant qu'il était à quai, le bateau était rempli de gens pieux. Mais une fois la frontière territoriale franchie, l'alcool sortait, et c'était la fête. L'émir sortait les Rolex en or et en offrait une à chaque membre de la délégation de l'UNSCOM. Et Richard Butler a participé à au moins 3 de ces opérations Tin Cup, et il a reçu une Rolex en or à chaque fois, sans jamais la déclarer. Gouvernement australien, je ne sais pas quel est le délai de prescription pour les biens non déclarés, mais vous devriez peut-être examiner les montres en or de Richard Butler, ainsi que celles des autres. C'est de la corruption, tout simplement. Mais cela montre à quel point ces gens sont méprisables, riches et ridicules. Et ces montres en or n'étaient pas utilisées. Je veux dire, ce n'était pas l'émir qui disait « Désolé, je manque de dollars américains. Voici une montre en or. Emmenez-la à New York, vendez-la 40 000 $ et utilisez cet argent pour envoyer Scott Ritter au péril de sa vie en Irak, afin qu'il trouve les armes de destruction massive cachées. » Ça, je le soutiendrais. C'était « Hey, Richard Butler, on joue le jeu, non? On vit la belle vie, non? Voici une montre à 40 000 $. Parce qu'après tout, on est là pour profiter de la grande vie. On trompe les Américains, on fait tout comme il faut, on s'en sort avec le forage oblique et on dépouille les Irakiens. Alors voilà un pot de vin de 40 000 $ pour que tu la fermes à propos de ce qui se passe vraiment. » Et d'autres inspecteurs, d'autres membres du personnel de l'UNSCOM ont aussi accepté ces montres. Voilà de qui nous parlons. Voilà la réalité. Ne me lancez pas sur la famille Khalifa à Bahreïn et leur perversion sexuelle, ce qu'ils font avec les hôtesses de l'air de Gulf Air qu'ils recrutent. Ils les utilisent comme leur propre réserve privée, leur propre harem, leurs prostituées. Ils les installent dans des immeubles afin de pouvoir les satisfaire sexuellement chaque mois. Voilà qui ils sont. Quittez Bahreïn, traversez la chaussée jusqu'à l'Arabie Saoudite et commencez à compter les mosquées que vous voyez à la fin de la chaussée, construites par des Saoudiens pieux quittant Bahreïn, essayant d'expier les péchés qu'ils ont commis. Voilà avec qui nous avons affaire ici. Et voilà avec qui les Iraniens ont affaire. Je ne dis pas que les Iraniens sont parfaits. Il existe de nombreuses informations montrant que les ayatollahs et les imams iraniens sont aussi humains et faillibles que n'importe qui d'autre. Il y a des preuves de corruption.
de prostitution, de méfaits, parce qu'ils sont des êtres humains. Mais la République islamique d'Iran n'est pas fondamentalement défaillante comme le royaume saoudien, le royaume d'Arabie saoudite. Les Iraniens sont un peuple pieux. Regardez Ahmadinejad, qui apparemment a été tué d'ailleurs, l'ancien président. Il menait la vie la plus humble possible. Je veux dire, c'est un homme qui aurait pu s'enrichir. Et au lieu de cela, il vivait comme un simple retraité, s'occupant de ses affaires. Il a été assassiné par les Israéliens et les Américains parce qu'ils étaient en colère contre le rôle qu'il avait joué dans l'avancement du programme nucléaire iranien. Il était président lorsque toutes les avancées ont eu lieu. Ils l'ont donc tué parce qu'ils étaient furieux qu'il ait fait ce qu'il avait légalement le droit de faire. Ils l'ont assassiné. Mais ce n'était pas un homme assis dans sa retraite, entouré de jolies femmes et buvant de l'alcool en cachette. C'était un homme pieux, menant la vie d'un humble retraité, une vie simple. Et nous l'avons assassiné. Nous l'avons assassiné. Nous l'avons assassiné. Vous savez, les Iraniens sont littéralement un cran au-dessus des nations arabes du Golfe. Je ne m'en prends pas au peuple arabe lui-même. Je ne ferai jamais cela. Mais ce que je dis, c'est que le peuple arabe s'est laissé gouverner par ces monarchies méprisables depuis bien trop longtemps. Ces monarchies n'ont rien à voir avec la démocratie, rien à voir avec le service du peuple, mais tout à voir avec l'exploitation des ressources naturelles de leur pays à des fins personnelles.